Qui pourrait penser que l'accession à un poste de dirigeant est sans effet sur la personne concernée? Une fois nommé, le dirigeant ne voit-il pas le monde sous un jour différent? Dans l'exercice de ses fonctions, n'est-il pas confronté à de nouveaux enjeux, de nouveaux comportements et à des adversités d'un nouveau genre? C'est ainsi que le pouvoir associé à la fonction de dirigeant change celles et ceux qui accèdent à ce type de responsabilité. Mais contrairement à ce qu'insinuent les auteurs de nombreuses études, la transformation qu'exerce le pouvoir sur les dirigeants est loin d'être univoque, homogène et toujours prévisible. Tout d'abord, la prégnance du pouvoir conféré par les fonctions de dirigeant est très variable selon les entreprises. Indépendamment de son titre, président, PDG, directeur général ou gérant, les ressources disponibles, la gouvernance et les statuts de l'entreprise conditionnent largement son degré d'autonomie. Mais surtout, il est extrêmement difficile d'anticiper l'intensité et la nature de cette transformation. L'évolution du comportement de Carlos Ghosn chez Renault, puis chez Renault-Nissan, doit beaucoup à sa personnalité, son caractère et aux opportunités qui lui ont été offertes et qu'il s'est ensuite octroyées. Autrement dit, d'autres, à sa place et dans les mêmes conditions, n'auraient sans doute pas évolué de la même façon. Xavier Fontanet, l'ex-patron emblématique d'Essilor, aurait donc raison d'affirmer que plus on monte dans les organisations, et plus on réalise que ce sont les émotions qui dirigent le monde. C'est notamment la raison pour laquelle tant de précautions sont généralement prises lors du recrutement d'un dirigeant. On cherche notamment à anticiper son évolution caractérielle, psychologique et émotionnelle. Et on a recours à une grande variété d'outils, tests d'intelligence, questionnaires de personnalité, enquêtes de moralité, séminaires de formation, procédures de cooptation et j'en passe. Pourtant, malgré toutes ces précautions, l'effet du pouvoir sur un individu réserve toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, selon les cas. Que cela plaise ou non, il n'est pas possible de mettre en équation les compétences et les qualités du leadership d'un dirigeant. Dès lors, que penser de ces études et modèles destinés à expliquer la façon dont doit être exercé le pouvoir à la tête d'une organisation? À y regarder de plus près, la plupart des travaux réalisés en ce sens sont de nature empirique et négligent l'influence spécifique d'un environnement socio-culturel donné. De plus, elles font un usage souvent abusif de l'outil statistique et manifestent une confiance excessive dans leurs extrapolations. C'est le cas des travaux du psychologue Keltner de l'université de Berkeley en Californie qui crée de façon aléatoire des groupes de 3 personnes pour accomplir une tâche collective en désignant arbitrairement leader l'un d'entre eux. Après une demi-heure, on apporte une assiette de 4 cookies sur la table. Chacun prend un cookie et l'on observe que c'est presque toujours la personne désignée comme le leader qui va manger le 4e cookie, et ce souvent de façon discourtoise. Conclusion du psychologue. Le pouvoir rend la nature humaine égoïste, impertinente et prédisposée à transgresser. Mais l'exercice du pouvoir est-il comparable à un jeu de rôle entre des personnes n'ayant rien fait pour devenir dirigeantes? Submergés par l'envie de théoriser sur la nature humaine, de nombreux chercheurs contournent la complexité socio-anthropologique des relations sociales face au pouvoir. Ils finissent par enfermer le réel dans un système d'idées plus ou moins cohérent, mais partial et unilatéral. De fait, ils se prémunissent de tout dialogue avec l'irrationalisable, pour reprendre les termes d'Edgar Morin.